quelqu'un fait détonner une arme nucléaire puissante dans l'espace, potentiellement, vous tuez tous les satellites qui sont en orbite à ce moment-là. Tous. Il n'en reste pas un. Et donc, vous avez 13 000, donc du coup 40 000 débris qui orbitent, et vous pouvez plus rien envoyer dans l'espace pendant des dizaines d'années. Ça peut arriver? Ça peut arriver. Bon, les gens vont regarder cette vidéo. J'ai peur qu'ils aient peur. On est là pour que ça n'arrive pas. Notre métier, c'est que ça n'arrive pas. Et c'est à ça qu'on se prépare. La guerre dans l'espace. C'est ce dont je discute ici avec le général Philippe Adam, au sein du Centre de commandement et de contrôle des opérations spatiales de la France. Nos capacités spatiales vont être attaquées, c'est absolument certain. Le commandant de l'espace, Philippe Adam, c'est l'un des Français les mieux informés sur ce sujet. Et vous allez voir, il m'a raconté des choses surprenantes. Bonjour mon général. Bonjour Émeric. Vous êtes commandant de l'espace. Vous dirigez le commandement de l'espace français. Je crois qu'il y a 400-500 personnes qui y travaillent. Et si je dois résumer ça à gros traits, je dirais que vous préparez la France à la guerre dans l'espace. C'est un résumé un petit peu audacieux, mais qui n'est pas très éloigné de la réalité. Je voudrais me replacer, en fait, la création du commandement de l'espace est née donc le 3 septembre 2019. Ça succède en fait à un événement avec la ministre des Armées, Florence Parly, qui un jour tient une conférence, et elle dit publiquement... Je voudrais vous raconter une histoire. C'est celle d'un satellite. Un satellite au nom latin, Athena Fidus. Un satellite précieux, puisqu'il permet des communications militaires sécurisées. Un satellite s'est approché de lui, de près, d'un peu trop près. De tellement près qu'on aurait vraiment pu croire qu'il tentait de capter nos communications. Tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical. Cela s'appelle un acte d'espionnage. Et ce satellite aux grandes oreilles s'appelle Louche Olympe. C'est un satellite russe, bien connu, mais un peu indiscret. C'est un petit peu la réalisation ou l'événement fondateur. La réflexion datait déjà de quelques temps. Et on se posait la question de savoir comment est-ce qu'il fallait faire quelque chose, mais on était un petit peu bloqué par des conventions internationales qui considéraient que l'espace était globalement pacifique. L'utilisation de l'espace était raisonnée et les puissances spatiales ne l'utilisaient que pour le bien de l'humanité. Et donc, il n'y avait pas d'agressivité particulière dans l'espace. Ça avait été régulé... Et le traité de l'espace, je crois, c'est 67. 67, le traité de l'espace. Régule l'espace. Voilà, alors c'est une régulation extrêmement lâche. Il y a très peu de contraintes. Le traité de l'espace prévoit justement que l'espace est ouvert à tout le monde, que tout le monde est libre de l'exploiter à partir du moment où il a les moyens d'y aller, et qu'il n'y a aucune raison d'empêcher qui que ce soit de faire ce qu'il a à y faire. Et c'est à peu près tout ce que ça dit. Effectivement, il y a une interdiction qui est très claire, c'est les puissances spatiales ne placeront pas dans l'espace d'armes de destruction massive. Sans définir exactement de quoi on parle d'ailleurs. Mais à l'époque, c'est clair, et je pense que c'est toujours clair aujourd'hui, c'est notamment une arme nucléaire dans l'espace enfreint ce traité qui était signé pratiquement par tous les pays et c'est la seule contrainte, la seule interdiction. Et tout le reste, effectivement, c'est du rappel. Et on dit, ben voilà, ça n'appartient pas, on n'a pas le droit de s'approprier un corps céleste, on a le droit d'aller exploiter, mais on n'a pas le droit de se l'approprier. Et c'est pareil sur une orbite, si vous êtes sur une orbite, à partir du moment où vous dérangez personne, il n'y a aucune raison qu'on vous en chasse ou qu'on vous interdise d'y être. Ça, c'était 1967, avant qu'on marche sur la Lune en 69. Exactement. Et aujourd'hui, alors, comment ça se passe? En 2018, donc ça, c'était effectivement, on a constaté que les Russes avaient mis sur l'orbite géostationnaire un petit objet dont on a observé les mouvements et qui s'arrête à côté d'un satellite franco-italien qui s'appelle Athena Fidus. Et sans prévenir, sans dire ce qu'il faisait et sans avoir d'activité ou de mission déclarée. Et donc, effectivement, Madame Parly déclare à cette époque que sans coordination, ce type de rapprochement est dangereux. C'est pas directement hostile, on n'a pas considéré que c'était agressif, on n'a pas considéré qu'il essayait d'attaquer notre satellite, mais n'empêche, on dit qu'il s'est rapproché très près d'un satellite, sans émettre, sans avoir de mission de radiocommunication, ce qui est la plupart des missions des satellites géostationnaires. Et s'il vient se mettre à côté d'un autre, on se demande bien pourquoi. Et on se doute que c'est pour écouter les transmissions d'un satellite qui a des usages militaires aussi. Oui, et donc d'où le terme d'espionnage. C'est butinage. Je crois que le terme que vous employez, oui. c'est un joli mot, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le butinage, c'est ça. C'est une fois qu'il s'est arrêté auprès d'un satellite, il a fait ce qu'il avait à faire. On suppose que c'est de l'écoute, on est quasiment certain. Mais il se redéplace. Donc là, il faut un petit moteur. Il y a des moyens de se déplacer tranquillement, sans demander beaucoup d'énergie. Et puis après, il s'arrête à côté d'un autre satellite, puis il recommence. Donc à chaque fois, il s'arrête pendant quelques semaines.
Et voilà, sans savoir comment sa mission, quelle est exactement la nature de sa mission, et puis comment c'est exploité. Et donc, encore une fois, cette caractérisation inamicale permet de dire les Russes font des choses quand même curieuses. Ça pourrait devenir une menace, ça pourrait devenir hostile. S'ils décident, ce louche Olympe, d'attaquer un de nos satellites, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour se protéger, pour se défendre? Et donc, il faut qu'on s'en occupe sérieusement. Il faut qu'on ait une stratégie là-dessus. Il faut qu'on développe des moyens. Et il faut qu'on prenne cette éventualité clairement en compte dans la programmation militaire future et dans l'entraînement des armées et dans la conception des opérations militaires. Voilà, donc ça, c'est ce que dit Madame Parly en 2018. Une stratégie est commandée, qui est publiée un an après, 2019, en juillet 2019, la stratégie spatiale de défense, et qui dit clairement, eh bien, la partie défense-protection est prise en charge par les armées. Et donc, c'est ça qui donne lieu après à la création du commandement de l'espace. Et c'est nous qui sommes chargés de mettre en application, de mettre en œuvre cette stratégie spatiale de défense pour ce qui concerne le ministère des Armées. Oui, c'est le domaine militaire. On dit plus l'armée de l'air, on dit l'armée de l'air et de l'espace. Exactement. Alors ça, c'est une évolution qui est venue après, effectivement. Le choix a été fait à cette époque d'avoir un commandement interarmé. Donc le commandement de l'espace est un commandement interarmé. Et vous avez derrière vous, d'ailleurs, un marin et des gens de l'armée de terre. Mais il a été confié à l'armée de l'air, et l'armée de l'air a été chargée de soutenir ce commandement dans tous ses aspects un petit peu organiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà eu une guerre dans l'espace? Alors, la guerre dans l'espace, elle se prépare, on la voit venir. Comme je le dis, il y a des signes avant-coureurs. L'exemple de louche Olympe est assez intéressant. On regarde beaucoup ce que font les Russes. Ils font des tas de choses, des tas de manœuvres. C'est pas déclaré, avec des satellites qu'on a appelés des satellites poupées russes, justement, parce que un satellite qui est censé être tout seul libère un deuxième petit satellite qui évolue à côté, et puis il y a un troisième. Oui, donc ça, c'est des choses qu'on a constatées en 2020. Voilà, et qui se multiplient. Donc, ce type d'objets se multiplient. Est-ce qu'on sait ce qu'ils font, les Russes? Non, on ne sait pas, c'est pas déclaré. Encore une fois, la mission n'est pas claire. Mais ça ne peut pas être amical. À partir du moment où c'est pas déclaré et que vous cachez ce que vous faites, il y a forcément un doute. Mais est-ce que vous, alors peut-être que vous ne pouvez pas me le dire, hein, mais est-ce que vous savez pourquoi ils le font? C'est beaucoup des conjectures. Donc, notre métier à nous, militaires, c'est de se préparer au pire. Voilà. On nous reprochera toujours de ne pas avoir prévu le pire, de ne pas s'y être préparé. Donc ça, c'est notre métier. Donc on est complètement paranoïaque de ce côté-là. On l'assume totalement, c'est notre métier. Et après, la question, c'est d'être raisonnable dans ce qu'on demande pour parer au scénario du pire. Mais effectivement, le scénario du pire aujourd'hui, c'est être agressé dans l'espace, que nos satellites, qui sont quand même militaires, qui sont en nombre extrêmement réduit, disparaissent. Combien en France? Aujourd'hui, c'est une petite dizaine. Voilà. Oui, ça varie en fonction de ceux que vous lancez, ceux qui sont retirés de service. Voilà, mais c'est moins d'une dizaine. Par rapport à la Russie, la Chine, les États-Unis. Oh là, c'est beaucoup plus. Là, pour eux, ça se compte en centaines. La guerre, on voit qu'elle se prépare. On voit qu'il y a des comportements. Maintenant, quelles sont les armes qui vont être utilisées? Ça aussi, c'est une question. On a vu une arme aussi dont on n'a pas encore parlé. C'est un missile qui part du sol et qui va frapper un satellite dans l'espace. Donc ça, les Russes, encore une fois, eux, ont fait la démonstration en 2021, quelques semaines avant d'envahir l'Ukraine. Il y avait un message stratégique derrière. Nous sommes capables de le faire. Voilà, et on a les moyens. On vous démontre que ça marche. La Chine l'avait fait, mais les États-Unis aussi, et l'Inde l'a fait également. Voilà, donc il y a l'inconvénient de ce moyen-là, c'est que ça laisse énormément de débris dans l'espace qui n'arrange personne. Et si vous voulez utiliser l'espace et vous créez des débris, vous créez la possibilité de polluer une orbite au point où vous pouvez même plus l'utiliser vous-même. Donc c'est pas forcément très astucieux. Donc il y a forcéément d'autres armes qu'il faut envisager. Est-ce qu'elles existent déjà? Probablement. Vous pouvez avoir simplement du brouillage à partir du sol, ça existe déjà. Comment ça marche? On peut brouiller les GPS? On peut brouiller les GPS, exactement. Donc ça, tout ce qui peut attaquer vos capacités spatiales sont dans l'espace, elles sont aussi au sol. Vous pouvez simplement, si vous supprimez le segment sol, vous supprimez la capacité. Mais effectivement, on s'intéresse beaucoup plus à ce qui se passe dans l'espace. Donc tout ça est en train d'apparaître, on le voit, et ça a déjà été employé. Donc l'exemple que j'aime bien citer de la guerre dans l'espace, c'est celui de l'invasion d'Ukraine, pour y revenir. Donc les Russes font leur démonstration d'un tir de missiles anti-satellites. Lorsqu'ils envahissent l'Ukraine en février 2022, ils tirent pas de missiles, ils n'attaquent pas les satellites. En revanche, ils suppriment en une minute ou une fraction de seconde toutes les capacités spatiales utilisées par les Ukrainiens. Donc c'est assez simple. Les Ukrainiens, ils utilisaient des communications par satellite. Ils ont attaqué le satellite qu'ils utilisaient, qui est un satellite commercial, par une attaque cyber
sur les terminaux au sol. Donc, vous voyez, les attaques peuvent prendre quand même beaucoup de formes. Mais en une attaque cyber, ils ont supprimé toutes les communications par satellite des Ukrainiens. En attaquant au passage d'ailleurs au sol et des moyens commerciaux privés d'ailleurs. Et en créant d'ailleurs quelques dommages collatéraux puisqu'ils n'ont pas détruit que les terminaux ukrainiens, ils ont aussi détruit tous les terminaux utilisés par tous les clients de cette société-là. C'est une société américaine, c'est Viasat. C'est une société américaine, c'est ça. Ouais. Donc ils ont détruit plusieurs milliers de satellites que Viasat a remplacés après, etc. Bon, l'histoire ne se répétera probablement pas, mais ça a donné après l'occasion à Elon Musk de bondir au secours de l'Ukraine avec Starlink. Mais voilà, cette guerre, alors elle n'est pas forcément dans l'espace, mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y aura forcément une guerre pour l'espace. Donc, nos capacités spatiales vont être attaquées, c'est absolument certain. Et probablement, comme ça s'est passé en Ukraine, ce seront les premières à être attaquées. Ce qu'on dit, c'est les nouveaux milieux de conflictualité, espace, cyber, sont probablement les premiers dans lesquels il se passera quelque chose avant le déclenchement d'un conflit majeur sur la surface, en mer, sur terre et dans les airs. Mais concrètement, si on attaque un satellite français, disons, comme ça a été fait, comme les Russes ont attaqué l'Ukraine avec leur satellite, qu'est-ce qui se passe pour le citoyen lambda ? Vous pouvez perdre tout un pan de vos services. Alors le GPS, bon exemple. Aujourd'hui, pour revenir sur la façon de supprimer ou d'atténuer ou d'attaquer les capacités spatiales, aujourd'hui on constate autour de l'Ukraine, mais à d'autres endroits, la mer Baltique par exemple, ou bien autour de la Syrie et d'Israël en ce moment, le GPS en particulier est brouillé en permanence. Donc ces moyens qui sont utilisés par tout le monde aujourd'hui sont extrêmement perturbés et sont absolument plus fiables. Donc votre GPS qui vous sert dans votre voiture, qui vous sert pour plein de choses, pour trouver le dentiste chez qui vous avez rendez-vous par exemple, ou le resto avec qui vous avez rendez-vous, il marchera pas, voire il vous donnera des infos qui seront complètement fantaisistes. Voilà, et donc ça c'est déjà tous les jours. Mais tous les jours, c'est-à-dire aujourd'hui, dans certains endroits, ceux que je vous ai cités, c'est pas la peine de compter sur votre GPS. D'accord. Les compagnies aériennes, alors il y en a assez peu qui survolent l'Ukraine, mais quand elles passent du côté du Moyen-Orient, elles utilisent d'autres moyens de navigation que le GPS, parce que le GPS, il est très très perturbé. Voilà, donc ils arrivent à s'en passer, c'est très redondé dans les avions civils, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si vous passez par là en allant vers l'est, mais néanmoins, c'est quand même une perturbation à laquelle on s'attendait pas et aujourd'hui qui fait partie finalement de l'environnement au quotidien. Vos retransmissions télévision peuvent être perturbées, ça a déjà été le cas. On a des perturbations qui ont été supprimées, voire complètement remplacées par des chaînes d'autres pays. Ah oui, vous écoutez une chaîne, oui. Les Ukrainiens écoutent une chaîne ukrainienne et puis là tout à coup, c'est remplacé par une chaîne russe. Voilà. C'est arrivé. C'est arrivé, oui. D'accord. Et ça arrive encore de temps en temps. Et puis même si c'est pas complètement remplacé, en tout cas c'est brouillé, vous recevez plus votre signal. Mais il y a des choses qui sont un peu plus subtiles. Tout le monde se sert du GPS aujourd'hui, non seulement pour naviguer, mais comme référence temps. Donc c'est une référence universelle qui est, alors la précision, elle est, je sais pas quoi, au millionième de seconde près, etc. Et pour synchroniser toutes les communications qui sont extrêmement rapides aujourd'hui, notamment synchroniser les équipements qui parlent ensemble via Internet, où certaines radios aussi ont besoin de se synchroniser, ou un certain nombre de transactions, des transactions bancaires par exemple, c'est un mouvement, ça passe par Internet, tout ça c'est synchronisé sur une référence temps qui est unique, qui est celle du GPS. Si cette référence-là disparaît, vous avez beaucoup de choses qui vont s'arrêter, voire être tellement ralenties que le service sera plus rendu du tout. Les transactions bancaires est un exemple, ou transactions boursières pourraient complètement s'arrêter. Le système bancaire pourrait exploser à cause de ça. Il pourrait complètement s'arrêter, mais il sera quand même très très sérieusement perturbé. Et comme on sait que c'est quand même un moteur économique important, je pense que, les conséquences exactes, moi j'arrive pas à les imaginer, mais je pense que ça aurait des conséquences assez dramatiques sur le fonctionnement de nos économies si ça devait perturber jusqu'à ce qu'on retrouve un moyen de substitution, mais ça pourrait prendre assez longtemps. Il y a aussi les écoutes, je crois. On parlait de brouillage, on peut écouter depuis l'espace. Oui, ça c'est sans rentrer dans le détail. De toute façon, ça on rentre dans la guerre électronique. De toute façon, à partir du moment où vous avez un émetteur, tout le monde va chercher à savoir s'il émet, sur quelle fréquence, voire essayer d'intercepter le signal. Ça c'est de bonne guerre, on va dire. Et c'est pas parce que l'émetteur est dans l'espace que c'est différent, mais effectivement, là pour ça, un émetteur spatial et ce brouillage dont j'ai parlé. Il est assez classique. Et ce qui est embêtant, c'est qu'il touche des moyens qui sont des moyens publics aujourd'hui et qui, encore une fois, les dommages collatéraux sont assez difficiles à éviter.
Et j'ai lu aussi qu'il y avait les illuminations laser, c'est-à-dire que depuis le sol, on en voit. Comment ça fonctionne? Alors ça c'est possible aussi. Si vous avez un appareil photo, ça aussi on rencontre ça alors pas que dans les films sur l'espace d'ailleurs, mais dans des films sur des attaques de banque. Si vous regardez bien, de temps en temps, effectivement, il y a des caméras de surveillance dans la banque. Et si les malfrats sont bien préparés, bien organisés, normalement ils mettent un petit laser face à la caméra elle est éblouie, elle voit plus rien. Et ça leur permet de faire ce qu'ils ont à faire dans la banque à ce moment-là. Donc ça, on retrouve ça dans plusieurs scénarios. Mais c'est exactement le même principe dans l'espace. Évidemment, les contraintes ne sont pas les mêmes. Il y a 100 km d'atmosphère à traverser, pas simplement quelques mètres. Mais un des moyens essentiels de l'espace, une des capacités intéressantes pour nous militaires, c'est les capacités d'observation et notamment optique. Et optique, c'est un gros appareil photo avec un tel objectif extrêmement puissant, mais extrêmement sensible aussi. Puisque si vous voulez voir quelque chose qui est très petit, très loin, vous recevez très très peu de lumière, et donc avec une illumination assez modeste, finalement, vous pouvez l'aveugler, voire détruire le récepteur d'ailleurs. Est-ce que depuis l'espace, depuis un satellite, on peut voir ce qui se passe sous Terre? Ça paraît assez difficile. Je pense qu'il y a des études là-dessus. Alors sous terre, ça paraît difficile, mais sous la frondaison des arbres, pardon, il y a des choses qui peuvent être faites avec le radar. Donc au-delà des moyens optiques, effectivement, si vous avez des arbres avec des feuilles ou une simple bâche ou une tente, normalement vous voyez pas ce qui est dessous. Vous voyez la tente, mais vous verrez rien d'autre, vous verrez les arbres. Et effectivement, on a d'autres capteurs qui sont pas des capteurs optiques, mais des capteurs radar, qui permettent de s'affranchir un certain nombre d'obstacles, peut-être voir un petit peu sous la surface, mais pas dans une mine, quoi. C'est des choses qui sont enterrées un peu de profondeur, on verra des choses. Je pense aux tunnels, parfois, il y a des gens qui font des tunnels. Mais... Voilà, après, la technologie se développe et il y a plein de choses qui apparaissent aujourd'hui. On peut voir assez loin dans les tunnels, mais ça se ferait pas forcément depuis l'espace, pas forcément le meilleur moyen. Alors je récapitule, donc tir de missiles anti-satellites, illumination laser, le brouillage, l'écoute. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a d'autres armes depuis l'espace qui se développent Non, mais vous avez le cyber également. Donc ça, nos moyens satellites sont pilotés depuis le sol. Et de toute façon, les services qui rendent passent par des réseaux informatiques. Vous récupérez l'information et après, il faut traiter cette information-là pour la distribuer et la donner aux utilisateurs. Et donc, une simple attaque cyber, si elle est bien ciblée, et encore une fois, l'exemple Viasat est intéressant pour ça, peut supprimer complètement une capacité spatiale. Peut supprimer bien d'autres choses, évidemment. Vous pouvez avoir des effets dominos et des effets en cascade. Mais le cyber est quelque chose auquel on pense. Et après, pour revenir sur l'exemple d'un satellite, vous pouvez avoir aussi un satellite qui attaque un autre satellite. Ça, aujourd'hui, c'est complètement envisageable. Ça se passe comment? Alors, on ne sait pas bien, mais vous pouvez faire à partir d'un satellite du brouillage. Voilà, pas besoin de le faire à partir du sol. Vous pouvez embarquer un petit laser. Voilà, vous pouvez faire des choses intéressantes. Puis après, c'est très cinétique. Vous pouvez avoir un bras, vous pouvez avoir un système de capture, des choses comme ça, ou bien simplement aller au contact. Voilà, un petit collision, satellite. Quoi. Oui, ou simplement un missile. Hein, voilà. Alors là, vous créez des débris, etc. Mais vous allez au contact, normalement, vous cassez tout. C'est déjà arrivé? Alors, aller au contact. Alors, des collisions accidentelles, il en arrive. Oui, ça arrive de temps en temps. On essaie d'éviter, évidemment, mais après on le constate des fois, si vous avez deux débris qui peuvent pas manœuvrer, de temps en temps, ils se touchent. Puis des fois, il y a des satellites qui explosent aussi, qui créent des débris, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce qu'on a constaté, c'est un satellite qui est allé capturer un satellite qui était mort sur l'orbite géostationnaire. Donc il était complètement inactif, il répondait plus aux commandes, il pouvait plus bouger. Et donc là, il y a un satellite qui est allé le récupérer, qu'il a capturé, on ne sait pas trop comment, qu'il a retiré de l'orbite géostationnaire, donc il a poussé en dehors de l'orbite, et qui est revenu se placer à ce satellite qu'il a capturé, l'a libéré, et est revenu se placer à sa place ensuite. C'était un satellite russe? Chinois. Aujourd'hui, alors on se parle, j'imagine que j'ai vu qu'une grande part de votre métier consiste à justement visualiser les différents satellites, savoir ce qui se passe, mais quelle est la défense contre ces attaques? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à ça qu'on se prépare justement. Donc il faut soit mettre des moyens de défense, alors c'est ce qu'on appelle la défense active, c'est un autre satellite patrouilleur qui est capable de venir s'interposer, de neutraliser une agression ou un agresseur. Mais effectivement, déjà il faut le voir arriver. Donc effectivement, tout commence par la surveillance. Là, c'est très très similaire à la façon dont on gère l'espace aérien d'ailleurs. Donc c'est aussi un des autres points communs, avec des mécaniques évidemment, des enjeux ou des technologies qui sont complètement différentes. Mais vous surveillez l'espace aérien français par exemple. On doit être capable, ça c'est le travail de l'armée de l'air et de l'espace, qui surveille avec ses radars,
et qui doit être capable de détecter un avion qui non annoncé, non contrôlé, qui a rien à faire là. Donc il faut, une fois qu'on a identifié qu'il a rien à faire là, après il faut s'assurer de ses intentions. Et donc là c'est la police du ciel généralement qui s'en occupe et qui va lever le doute en se rapprochant de l'avion en question, qui va l'intercepter pour dire voilà, c'est un avion civil militaire, et il a des emports curieux, il a une soute qui est ouverte, des choses comme ça, et il porte telle et telle marque d'identification, et puis qui permet de l'intimider si besoin, de faire des mesures de contrainte, de sortir de sa route et de le faire sortir de l'espace aérien français s'il y a besoin, et en dernier recours de l'abattre s'il y a besoin. Donc voilà, c'est le même type de mécanisme qu'on envisage pour l'espace, mais évidemment avec des moyens complètement différents. Mais c'est un petit peu les choses qu'il faut se préparer à faire. On peut le faire dans l'espace. C'est un bon signal d'envoyer un autre satellite en disant « on t'a vu ». On met un autre petit satellite, on dit « on t'a vu » et on s'interpose pour éviter au moins la collision ou s'interposer avec un projectile quelconque. Voilà, on dit au moins ça permet de dire « on t'a vu » et on est capable de faire quelque chose. Et puis moi, je suis peut-être armé aussi, tu me connais pas, mais j'ai peut-être des moyens de te faire du mal. Donc attention. Et puis on peut aussi le faire à partir du sol. On peut le faire... On peut le brouiller, on peut essayer de le gêner, on peut faire... Mais un des bons moyens de s'y opposer, c'est de faire ce qu'a fait Madame Parly. On le dénonce. On dit, voilà, il y a telle nation qui fait des choses dans un espace qui est censé être pacifique, où on veut préserver la paix parce que c'est indispensable pour nos sociétés, pour le développement de nos activités, pour le bonheur et le confort des sociétés futures. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi dans l'espace. Et là, il y a un pays qui est en train de faire n'importe quoi. On sait qui c'est, on l'a identifié, et on est capable de vous dire exactement ce qu'il fait et pourquoi on pense que c'est pas bien. Florence Parly, ministre des Armées, avait parlé de la Russie, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais il y a la Chine aussi. Est-ce qu'on sait exactement ce que fait la Chine dans l'espace aujourd'hui? Parce qu'apparemment, ils se développent beaucoup. Ils ont une approche complètement différente par rapport à la Russie, effectivement, mais on sent bien que pour la Chine, l'espace est complètement stratégique. On le voit bien, c'est un petit peu de celui qui retournera le premier sur la Lune. Donc là, c'est la course à nouveau avec les Américains ou sur Mars, etc. On voit qu'ils investissent énormément. On voit qu'ils envoient énormément de choses. Il y a beaucoup de fusées, beaucoup de satellites. On voit qu'ils travaillent sur des technologies complètement nouvelles. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ce retrait de débris, c'est un très gros débris, c'est un satellite complet sur l'orbite géostationnaire, quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est désorbiter un satellite, quoi. C'est ça. Et donc ça, si vous savez le faire en orbite géostationnaire, vous pouvez le faire ailleurs. Pourquoi on fait ça? C'est quoi l'intérêt de le faire concrètement? Alors là, dans cet exemple, c'était si ça reste ça, c'est très bien. Vous libérez un emplacement sur l'orbite géostationnaire. L'orbite géostationnaire, comme je l'ai dit, elle est unique. Il y a une seule altitude et donc c'est monodimensionnel. D'accord. Et donc là, finalement, si deux satellites côte à côte, qui sont généralement des satellites de télécommunication, ils ont des émissions assez puissantes parce qu'ils émettent vers des récepteurs qui sont à 36 000 km, donc faut quand même bien cracher. Et donc, si vous mettez les satellites trop près les uns des autres, ils se brouillent mutuellement. Enfin, c'est le risque, c'est qu'ils se brouillent et qu'ils se gênent mutuellement. Donc, il y a finalement des emplacements qui sont réservés. Et il y a une gestion finalement de cet arc géostationnaire qui est très utile pour tout le monde et sur lequel les emplacements commencent à être assez chers. Il commence à y avoir tous les demi-degrés pratiquement, il y a un satellite. Je crois qu'il y en a 11 000 aujourd'hui de satellites. Alors, des satellites, globalement, il y en a même plus de 13 000. 13 000 en 2025. En 2025. On se rend compte, par exemple, en 2020, c'était combien? En 2020, il devait y en avoir moins de 5 000. Donc c'est vraiment exponentiel. Les Américains, aujourd'hui, ils mettent plus de 2000 satellites en l'air chaque année. Donc ça monte très très vite. Fois 10 en 10 ans, je crois, j'ai lu ça. Oui, c'est ça. Mais juste sur l'orbite géostationnaire, c'est quelques centaines suffisent à occuper tous les emplacements. Ah oui. Donc il faut absolument qu'un satellite en fin de vie, on le retire pour que l'emplacement soit libéré. Si vous laissez le satellite mort, personne d'autre peut y aller parce que les risques de collision. En plus, il est plus manœuvrant, il va dériver, voilà. Ça, c'est la vision optimiste, c'est on nettoie l'espace. On nettoie. Mais la vision pessimiste, c'est en fait on nettoie, mais sans demander l'avis de ceux qu'on nettoie. Alors exactement. Si vous savez le faire avec un satellite non coopératif, vous pouvez très bien le faire avec le satellite d'un de vos concurrents qui vous embête. Voilà. D'accord. Concurrent ou adversaire. Voilà, donc ça c'est bien l'embêtant, mais ça peut se régler. Il suffit qu'on se parle et qu'on s'organise. Néanmoins, effectivement, c'est quand même le signe d'une technologie qui a quand même été développée, que personne n'avait développé jusque-là, des choses qui sont quand même relativement nouvelles. Donc on ne sait pas précisément ce que fait... Alors ça c'est un exemple, mais est-ce qu'on sait ce que fait la Chine dans l'espace aujourd'hui? Oui, ils font beaucoup de choses. Donc ils ont beaucoup développé la surveillance notamment. Donc ils ont un dispositif de surveillance qui est quand même assez centré sur la proximité de la Chine. Alors évidemment, ça marche pas tout à fait, comme je vous l'ai dit, votre satellite il reste pas en permanence au-dessus de la mer de Chine. Hein. Si c'est la mer de Chine qui vous intéresse, il tourne en permanence, donc ils ont quelques dizaines de satellites qui sont chargés de surveiller cette bande-là, mais en fait ils surveillent pratiquement toute la Terre
à part les pôles. Ils sont capables de surveiller toute la Terre. Avec un satellite, vous avez au-dessus de votre tête, vous avez un satellite chinois toutes les 5 minutes à peu près. Ah oui. Ouais. D'accord. En fait, à un instant T, il voit la Terre en permanence. Il savait exactement. Il y a un satellite qui voit quelque chose quasiment en permanence. Ouais. Donc ça c'est la preuve qu'ils ont beaucoup investi, ils ont monté une architecture militaire qui est extrêmement impressionnante, ce que les Russes font très très différemment. Et alors ils ont commencé avant. Ils le font assez différemment et ils continuent à entretenir quand même des capacités. Différemment parce que c'est plus agressif. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes concepts d'emploi et on sent bien la Chine justement. Donc on parle là des capacités militaires de la Chine, mais évidemment ils sont aussi agressifs dans le secteur commercial. Donc ils mettent aussi pas mal de satellites à vocation commerciale déclarés comme tels. Enfin, aujourd'hui, faire la différence entre un satellite à vocation commerciale et à vocation militaire, c'est un peu difficile. C'est ça. Et on voit bien aussi qu'ils travaillent sur toutes les technologies qui vont leur permettre après d'aller sur la Lune. Donc, ils ont une station spatiale. Aujourd'hui, il y a 2 stations spatiales. Il y a entre 7 et 10 humains en permanence dans l'espace en ce moment, dont 3 Chinois. Voilà. Je reviens sur ce que vous avez dit parce que c'est majeur. J'ai l'impression, c'est ce qu'on appelle donc le New Space, où finalement il y a des acteurs privés. Par exemple SpaceX, Elon Musk, qui se mêlent à des États. Vous avez parlé de la Russie, vous avez dit Elon Musk, effectivement, les Russes ont attaqué l'Ukraine sur un satellite et Elon Musk est venu en aide avec Starlink pour aider les Ukrainiens. Et puis quelques mois plus tard, semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste, j'ai lu tout ça, apparemment Elon Musk, finalement, il a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a joué un peu contre les Ukrainiens avec Starlink. Je me trompe quand je dis ça ? Vous avez bien travaillé votre sujet, félicitations. Non, c'est exactement ça. Effectivement, il y a une opportunité. Alors, avec Musk, évidemment, je peux me permettre ce commentaire. On peut s'attendre à être surpris en permanence. Donc, on serait surpris de pas être surpris, en fait. Donc, effectivement, il est arrivé comme le sauveur avec un service qui était quasiment tout prêt, avec des containers prêts à partir pour l'Ukraine. Starlink, voilà. Donc, il fournissait finalement des modems et des antennes directement, et il a ouvert le service aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il contrôle par Starlink. Il est capable de dire le service est rendu à tel pays et si je veux pas qu'il soit rendu, il arrête ses satellites et puis il y a plus de communication. Donc il a ouvert le service en Ukraine. Il a dit aux Ukrainiens voilà, je vous offre les moyens d'utiliser ce service que je mets à votre disposition. Et après il a dû se passer autre chose. Mais effectivement, il y a une négociation qui est arrivée. Bon, on a eu aussi entre-temps Vladimir Poutine qui a déclaré qu'il s'interdisait pas d'attaquer Starlink. Ce qui était un peu gonflé d'ailleurs, puisqu'il avait déjà attaqué Viasat sans prévenir personne. Mais là, pourquoi est-ce qu'il prévient qu'il va attaquer Starlink? C'est un peu curieux. Et puis Elon Musk qui ne veut pas qu'on utilise ses services pour faire des missions offensives en Russie et qui dit qu'il peut couper le service n'importe quand. Donc là, il y a plusieurs messages. Effectivement, il peut couper le service quand il veut. Ça dépend que de lui. Et après, c'est lui qui fait finalement la politique ukrainienne et qui dicte la façon de faire la guerre aux Ukrainiens, ce qui est un peu curieux quand même. Voilà, donc pourquoi il a fait ça, moi je ne sais pas. Le terme curieux me semble assez adéquat, c'est-à-dire est-ce que, au-delà de la curiosité, c'est même effrayant qu'une personne, Elon Musk, puisse décider de devenir d'un conflit? Alors c'est bien ce qu'on voudrait éviter, mais effectivement c'est un des effets du New Space, effectivement, où on voit des acteurs extrêmement puissants arriver dans l'espace, extrêmement riches, et qui ont des capacités privées, qui ont des capacités d'investissement qui dépassent ceux des États. Donc ça, c'est effectivement une préoccupation. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Musk? Encore une fois, je ne sais pas. Je pense que c'est plutôt une négociation commerciale, et je pense que effectivement le service fourni gratuitement aux Ukrainiens, il a réalisé au bout d'un moment que ça lui coûtait assez cher, et il a fallu que quelqu'un paye, quoi. Je pense que ça doit être aussi bête que ça, mais j'en suis pas sûr. Mais on peut aller lui demander. En revanche, ce qui est certain, c'est effectivement la vulnérabilité et que une personne que personne ne maîtrise puisse décider pour tout le monde sur un moyen qui devient stratégique. Et donc là, effectivement, il y a eu quand même une réalisation un petit peu comme le moment Florence Parly en 2018 avec Louche Olympe. Elle dit est-ce qu'on peut mettre tous nos œufs dans le même panier et tout confier sans se préoccuper de savoir comment on pourrait s'en passer? Et là, je pense que tout le monde est parti pour se dire Starlink, c'est probablement une bonne idée. Comment est-ce qu'on peut faire des choses similaires sans dépendre des Américains? Et là, c'est l'Europe qui propose depuis une constellation qui s'appelle Iris-Carré et qui est censée pouvoir rendre ce type de service. C'est pas en concurrence avec Starlink,
mais c'est un gage de résilience finalement. Si Starlink disparaît pour une raison ou pour une autre, ben on ne se retrouve pas sans rien au moment où tout le monde compte dessus. Voilà. Donc il y a quand même un exemple assez frappant sur l'Ukraine, mais c'est pas le seul. Les usages vont se multiplier, c'est sûr. Parce qu'on parle d'Elon Musk, parce qu'évidemment tout ça coûte beaucoup d'argent. Il se trouve qu'il en a beaucoup, donc ça tombe bien. Mais est-ce qu'il y a d'autres Elon Musk, j'entends là par des acteurs privés, des personnalités qui finalement possèdent une partie de l'espace, quoi? Alors, possède une partie de l'espace, personne ne possède l'espace pour l'instant. Tant que vous pouvez y opérer sans gêner les autres et sans être gêné par les autres, vous faites ce que vous voulez. Donc pour l'instant, ça marche assez bien. Mais qui pourrait avoir un moyen de pression. À partir du moment où vous fournissez un service qui devient indispensable, vous avez un moyen de pression sur ceux qui utilisent le service en question. C'est qui les acteurs aujourd'hui à part Musk? Alors, il y en aura d'autres. Alors, il y a les Américains, évidemment. Il y a Amazon qui commence à lancer sa propre constellation qui s'appelle Kuiper, qui a fait les premiers lancements Bezos. Il y a quelques semaines. Jeff Bezos, voilà. Et qui est aussi, pareil, multinational, capacité d'investissement complètement énorme, et il a un gros business mondial à faire tourner, et on sent bien que c'est des gens qui se préoccupent pas trop des frontières. Le business, ils prennent l'argent là où il est, et voilà. Donc, encore une fois, c'est pas du tout illégitime, mais ça donne une façon de voir les choses qui est un peu particulière. En tout cas, à nous de nous en préoccuper. On a quand même une constellation qui existe déjà ailleurs qu'aux États-Unis, qui s'appelle OneWeb. Une constellation, peut-être qu'on peut le définir? Alors, une constellation, c'est un ensemble de satellites qui participent à une même mission. Alors, les militaires français, on travaille avec des constellations qui sont extrêmement modestes, puisqu'on a 2 ou 3 satellites. Mais là, effectivement, on parle de plusieurs milliers, quelques centaines dans le cas de OneWeb, qui est déjà une constellation de communication satellitaire en orbite basse, mais avec une architecture différente. C'est quelques centaines de satellites. Elle est opérationnelle pratiquement partout sur la planète. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose qui existe et qui appartient à un acteur privé aujourd'hui. Donc c'est un consortium, voilà. Et puis, on voit bien que les Chinois commencent à y venir aussi. Ils ont annoncé le lancement d'au moins 2 méga-constellations type Starlink avec, je crois qu'ils annoncent au moins 15 000 satellites chacun. Qu'est-ce que peut faire la France contre ça? Est-ce que c'est pas, il y a quand même contre Elon Musk, est-ce que la France a les moyens de lutter? Alors, s'y opposer, non. Il n'est pas question de s'y opposer. Encore une fois, il est légitime à avoir un business et à le développer comme il veut. Surtout que c'est lui qui investit. Et il travaille pas mal pour l'État américain, qui lui paye bien les services aussi, évidemment. Mais il n'est pas question de dire ce que fait Elon Musk est interdit et il faut que Musk arrête. Son service est là. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est à quel niveau on en dépend. Et est-ce que c'est raisonnable de dépendre d'Elon Musk? Donc le choix français, sans surprise, il est non. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas ses services, mais ça veut dire qu'on le fera de façon très très raisonnable et en essayant d'avoir des moyens alternatifs européens ou purement français. Et c'est des gros investissements. Donc aujourd'hui, ce serait plutôt européen pour avoir des ressources de communication de ce type-là, qui deviennent essentielles, dont on a vraiment besoin pour toutes les applications modernes, pour avoir des communications rapides et fluides dans toutes les circonstances, où que ce soit sur la planète, et en s'affranchissant des contraintes de distance et des contraintes géographiques terrestres. Après, quand je vous écoute, ça me rappelle, moi, en fait, ce que j'ai entendu sur le numérique. On m'expliquait que l'Europe allait concurrencer les États-Unis. Finalement, aujourd'hui, le rapport de force semble un peu déséquilibré. Est-ce qu'on peut rattraper le retard qu'on a quand vous partez en retard? C'est exactement ça. Quand vous partez en retard, c'est difficile quand même. Donc il faut le faire autrement. On est assez champion pour faire les choses autrement. Est-ce qu'il faut prendre ça en termes de concurrence? Non, en termes d'alternative plutôt. Et l'alternative, le bon exemple, ça serait plutôt la constellation GPS des Américains, que tout le monde utilise depuis les années 1990, qui est devenue à peu près indispensable. Mais aujourd'hui, dans votre téléphone, vous utilisez plutôt la constellation européenne qui s'appelle Galileo. Donc, qui n'est pas un concurrent du GPS, mais qui est quand même très complémentaire. Si le GPS s'arrête, pour une raison ou pour une autre, il vous restera Galileo. Et au passage, d'ailleurs, dans votre téléphone portable, s'il a été construit après 2007, ce qui est probablement le cas. C'est le cas. Probablement. Vous avez 4 constellations. Donc, vous écoutez le GPS américain, le Galileo européen, Beidou chinois et GLONASS russe. Voilà. D'accord. Je ne le savais pas. Mais voilà. Et c'est votre téléphone, sans vous le dire, qui choisit la meilleure qualité. Et donc, bon, alors tout ça est assez complexe. Il y a une complexité supplémentaire. C'est que, de ce que j'ai cru comprendre, encore une fois, dites-moi si je me trompe, hein, tout ça c'est du travail que j'ai effectué en amont, mais c'est que manifestement, il y a des satellites commerciaux qui ont des usages militaires. Et en fait, c'est pas le militaire d'un côté, le commerce de l'autre. Tout ça est mêlé, c'est ça? Oui, de plus en plus. Mais ça, c'est vrai, ça n'est pas propre à l'espace. Aujourd'hui, des troupes qui se déplacent au sol utilisent des routes qui n'ont jamais été construites pour ça.
Et il se trouve qu'elles sont là et c'est quand même plus commode pour se déplacer rapidement, même si c'est avec un camion militaire. Un camion militaire peut aussi se déplacer en dehors des routes, mais si les routes sont là, on va s'en servir, les ponts, les voies ferrées, etc. Donc les infrastructures, d'une façon générale, sont utilisables par tout le monde, y compris les militaires. Et ce qui se passe dans l'espace aujourd'hui, c'est la mise en place d'infrastructures qui sont complètement nouvelles. Et dans ce cas-là, les usages, qu'ils soient civils ou militaires, bon, peu importe. Enfin, il y a rien d'interdit. Et c'est pas parce qu'un satellite est utilisé par un opérateur commercial civil qu'il est interdit aux militaires de l'utiliser. Mais si un satellite qui fait de la météo peut faire la guerre? Bah oui, alors, les images météo. Alors bah nous, le météo est un très bon exemple. La météo, on s'en sert tous les jours pour faire des opérations militaires. Pour faire voler des avions, pour envoyer vos bateaux, même pour déployer vos troupes ou vos hélicoptères. C'est bien de savoir un petit peu le temps qu'il va faire. Ça va vous aider à prévoir peut-être le moment où vous allez le faire ou en tout cas l'endroit précis où vous allez passer. Mais les satellites météo militaires, à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc vous achetez un service et vous l'utilisez pour faire complètement autre chose. En revanche, il peut y avoir quand même des satellites 100% militaires et dont là qui appartiennent au ministère de la Défense, enfin en tout cas à l'État, et qui sont utilisés uniquement pour ça. Alors uniquement d'ailleurs, c'est jamais vrai. Nos satellites d'observation, par exemple, qui s'appellent CSO aujourd'hui, sont des satellites purement militaires. Ils nous appartiennent. On les a complètement financés. Ils ont des performances qui sont relativement inhabituelles dans le secteur commercial. Mais s'il faut s'en servir pour autre chose, on s'en servira pour autre chose. Si vous avez un cyclone à Mayotte, si vous avez un tremblement de terre à Haïti ou en Turquie, etc., allez prendre des images pour savoir ce qui s'est passé, se rendre compte de l'état du pays après le passage du séisme, c'est quelque chose qui est utilisé. Évidemment, on le fera dans l'autre sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de satellites commerciaux qui prendront des images avant les nôtres. On n'a pas forcément besoin d'avoir les nôtres, mais il n'empêche qu'on ne va pas se l'interdire non plus si c'est le meilleur moyen, si c'est le seul qui est disponible, si c'est celui qui permet de rendre le service qu'on attend. Donc voilà, cette frontière ou cette distinction des usages, elle est pas très pertinente. Après, la distinction entre un satellite militaire ou une capacité militaire et une capacité civile, c'est juste savoir qui l'a payé, finalement. Après, qui s'en sert, peu importe. Et effectivement, je pense que c'est tout à fait légitime de dire, si un service commercial ou civil est utilisé par une force adverse pour en tirer un avantage, j'ai tout à fait le droit de l'attaquer, et à ma connaissance, ça fait partie des lois de la guerre. C'est absolument pas interdit. Voilà. Alors vous avez le droit, en revanche, de pas taper n'importe quoi, n'importe comment, de gérer les conséquences. Enfin bref, il faut vous intéresser. Dans les lois de la guerre, il y a aussi le fait que vous devez être raisonnable, proportionné, que ça doit être utile à votre manœuvre, etc. Enfin voilà, ouais. Cassez pas les trucs pour le plaisir. Souvent, quand on parle de l'espace, il y a deux points qui reviennent, c'est ça coûte cher et ça pollue. La pollution, parlons-en, parce qu'on a parlé des débris dans l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avant, on n'en parlait jamais de la pollution dans l'espace, mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Ça coûte cher, c'est vrai, mais ça coûte de moins en moins cher. Ça, c'est aussi un des bénéfices du New Space dont on a parlé. On a parlé des inconvénients du New Space, mais les bénéfices, c'est qu'il y a de plus en plus de choses et ça coûte de moins en moins cher quand même. Sur la pollution, alors du coup, comme il y a de plus en plus de choses, effectivement, on a tendance à polluer l'espace. Pour un satellite actif, vous avez tous les satellites qui ont fini leur mission. Donc avant, on s'en préoccupait pas. Et puis, une fois qu'il était mort, il est resté dans l'espace, et ça fait un débris. Ça continue de tourner. Et ça continue à tourner. Au bout d'un moment, ils se fragmentent, ils font des petits morceaux, ils finissent par se casser, et ils créent des petits débris. Il a aujourd'hui des objets suivis, donc on est capable de suivre des objets qui ont à peu près la taille d'un ballon de football, et on en suit 40 000. Ah ouais. Donc par rapport au nombre de satellites actifs, c'est déjà pas mal. Et après, il y a tous ceux qu'on n'arrive pas à voir parce qu'ils sont trop petits. Et là, on estime que c'est potentiellement quelques millions, avec quelque chose qui a la taille d'une bille de récréation là, qui est potentiellement mortel pour un satellite. Vu les parce que ça va très vite. Voilà. Et donc du coup, c'est petit, mais ça va très vite, ça peut faire avec beaucoup de une dégâts. vitesse de rapprochement très importante, ça peut être complètement destructeur. Comme une balle de fusil, c'est quelques grammes, mais c'est la vitesse finalement qui fait son effet dévastateur. Donc voilà, tout ça, il faut s'en occuper. Et donc aujourd'hui, on a des lois sur les opérations spatiales qui se préoccupent de ça. Et notamment, la France est assez pionnière là-dessus. Et on impose à tous ceux qui tirent de France ou à nos opérateurs français, même s'ils partent d'ailleurs, de prévoir de ne pas laisser d'objets dans l'espace si c'est pas justifié. Oui, alors. Donc tous les morceaux de fusée, on les récupère, et tous les satellites, quand on approche la fin de vie du satellite, on désorbite. Les morceaux de fusée, j'ai lu, alors dites-moi si je me trompe, mais qu'il y avait 1 à 2 morceaux de fusée par semaine qui retombaient. C'est vrai ça? C'est à peu près ça, oui. 1 à 2 morceaux de fusée qui Alors il y en a chaque qui semaine, retombent de façon très contrôlée. Les Américains récupèrent tout, donc c'est complètement contrôlé. Ça retombe, mais vous n'en entendez jamais parler. C'est Starlink. En fait, si c'est pas aujourd'hui, si c'est pas SpaceX et les Falcon 9, tout ce qui est lancé retombe.
Donc les Chinois qui lancent 1 à 2 fois par semaine, leur corps de fusée retombe 1 à 2 fois par semaine. C'est à peu près le rythme. Il n'y a pas de risque? Il y a des risques, donc ça fait partie des missions. Dans la surveillance de l'espace, on surveille ces choses-là aussi. C'est quand même assez difficile à prévoir, parce que c'est des rentrées qui sont absolument pas contrôlées. Donc la prévision du point de chute est assez aléatoire, c'est des choses qui peuvent être assez grosses. Il y a 7 chances sur 10 que ça tombe dans l'océan quand même, oui. mais 3 chances sur 10 que ça tombe ailleurs. C'est de la pollution aussi d'ailleurs. C'est de la pollution aussi, c'est relativement inerte, hein, c'est quand même c'est des gros bouts de métal. Ouais. Enfin, c'est des bouts de métal, il y en a beaucoup qui se consument dans l'atmosphère, il peut rester quand même des morceaux assez significatifs qui peuvent faire des dégâts en arrivant au sol. Mais la plupart du temps, les satellites se consument. Et nous, on regarde d'ailleurs, on s'intéresse qu'aux plus gros morceaux. C'est-à-dire, nous, on regarde ce qui est supérieur à 2,5 tonnes ou 3 tonnes. Parce que là, on se dit, sur 2,5 tonnes ou 3 tonnes, il va y avoir des gros morceaux. Il y en a quelques-uns qui vont survivre. Si c'est plus petit, il n'y a pas grand-chose qui survivra ou des choses de taille très modeste. Mais c'est quand même, de toute façon, une bonne pratique de suivre ce qui se passe et essayer de prévenir. Si on a une idée de l'endroit où ça va tomber, on peut prévenir. Il y a une chance que ça tombe chez vous, préparez-vous. Et ça arrive de temps en temps, on a des témoignages, on retrouve des morceaux, on dit tiens, ça tombe d'où? Ah, ça correspond effectivement Alors, si à je vous un objet écoute, qui est rentré. il y a une préoccupation française sur cette question écologique dans l'espace. Est-ce que la Chine a cette même préoccupation ou vu qu'il y a beaucoup plus d'objets chinois et américains et russes que français, est-ce qu'il n'y a pas quand même une question qui va se poser très vite, voire qui se pose déjà, de pollution spatiale? Alors, elle se pose déjà aujourd'hui, je pense. 40 000 objets suivis pour 13 000 satellites, il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont plus rien à faire là-haut, dont on aimerait bien se débarrasser, dont des choses assez grosses. En fonction de l'orbite sur laquelle vous êtes, les choses qui redescendent assez vite, les morceaux de fusée retombent généralement en moins d'1 semaine, chinois. Le premier étage, parce qu'il est largué relativement bas, il est freiné assez vite et donc il retombe assez vite. Et après, si vous avez un 2e ou un 3e étage, lui, il peut être beaucoup plus haut. Et alors lui, il peut rester potentiellement des centaines d'années. Il va gêner tout le monde. Et alors, on y travaille. Mais donc les Chinois ont montré l'exemple. On peut aller les chercher. La technologie, elle existe. Mais c'est des missions qui ont un coût énorme et aujourd'hui, personne n'assume le coût. On parlait d'argent. Je crois que c'est 6 milliards d'euros dans la loi de programmation militaire 2024-2030, l'espace. Oui, c'est ça. C'est à peu près 1 milliard d'investissements par an pour nous. Mais un lancement, si vous faites un lancement, le coût d'un lancement, ça doit être, c'est en centaines de millions d'euros, quand même, pour un lancement. Donc, ça, vous avez un client qui paye parce qu'après, il se rattrape avec la mission que va faire son satellite. Mais une mission qui rapporte rien à personne, à part nettoyer l'espace, finalement, ça rapporte pas d'argent. Donc, comment est-ce qu'on se refait là-dessus? Lutter contre la pollution spatiale coûte beaucoup, mais rapporte. Mais c'est la même chose que la pollution des océans. Qui va aller enlever tous les morceaux de plastique ça a un coût. C'est pas gratuit, ça coûte probablement un peu moins cher que ça, mais n'empêche que pour le faire, il va falloir y mettre un peu. Il n'y a pas de traités internationaux qui s'intéressent à ça, la pollution spatiale? Pas encore. Alors, c'est des choses qu'on essaye d'introduire petit à petit, mais il faut que tout le monde se mette d'accord. Si vous avez sur 180 pays dans le monde, s'il y en a 20% qui disent on est d'accord, on va le faire, et puis les 160 autres qui disent bah tant pis. Voilà. Bon après, ils lancent peut-être pas autant. Bref, il faut montrer l'exemple, il faut commencer, mais il faut qu'on se mette d'accord. Effectivement, et c'est des lois qui sont contraignantes. Ça coûte quelque chose. Nos opérateurs français qui sont soumis à la loi sur les opérations spatiales françaises, ils rouspètent parce que c'est un désavantage compétitif par rapport aux autres. Donc forcément, mais ils comprennent la vertu et je pense que la soutenabilité de l'espace, le fait de pouvoir se donner des perspectives dans l'espace et de se dire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on pourra continuer à exploiter l'espace parce qu'on en aura pris soin, c'est quand même important. Donc c'est un réflexe écologique un peu particulier, mais il existe simplement parce qu'il y a aussi un enjeu et un intérêt économique derrière. Encore une fois, c'est éthique, un enjeu éthique. Alors éthique, on s'aperçoit que c'est pas toujours forcément le meilleur moteur de parler aux bons sentiments. Et on avait dit la guerre est éliminée. Enfin voilà, années 90, en Europe, on dit la guerre c'est fini, on n'entendra plus jamais parler. Puis à nouveau là, donc voilà, compter sur les bons sentiments, c'est pas forcément. Encore une fois, on est très pessimiste, c'est notre métier. Voilà, il faut qu'on voit toujours le mauvais côté des choses. On arrive au terme de notre conversation, de notre discussion. Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré. Juste pour conclure, quand même, basculons un peu sur le futur et j'ai envie de dire sur le futur proche. Puisque si j'entends ce que vous dites, la guerre, elle est à peu près déjà là dans l'espace, d'une manière ou d'une autre, on la sent poindre. Mais il y a assez peu de sujets médiatiques, on en parle assez peu dans les médias de cette guerre dans l'espace. À votre avis, quoi, dans 2 ans, 5 ans, quand est-ce qu'on va se dire, il y a un vrai sujet là, il y a la guerre dans l'espace?
À la guerre dans l'espace, il faudra qu'elle ait vraiment arrivé. Aujourd'hui, c'est plus de l'intimidation, des démonstrations de capacité, etc. Quand je suis vraiment pessimiste ou mal luné, je dis la guerre a déjà commencé, en fait. Puisque il y a effectivement c'est des manœuvres qui ressemblent vraiment beaucoup à des manœuvres d'intimidation. Il y a l'Ouche Olympe, il y a des trucs vraiment curieux, dont on se dit que ça peut pas avoir des finalités pacifiques. Maintenant, effectivement, l'agression caractérisée, pour l'instant, n'a pas vraiment eu lieu, à part des essais, mais encore une fois, quand les Russes abattent un satellite avec un de leurs missiles, c'est un de leurs propres satellites. Bon. Donc une agression sur un autre pays, pour l'instant, elle n'existe pas vraiment, elle existe au sol, elle existe par le brouillage, mais c'est assez réversible. Cette attaque cyber, qui est quand même, je pense, un petit peu à la limite, mais on s'y intéressera vraiment le jour où une catastrophe arrivera. Est-ce qu'il faut avoir peur? Mais ça sera trop tard. Est-ce que je vous pose la question très directement, est-ce qu'il faut avoir peur d'une guerre dans l'espace? Il faut pas en avoir peur, mais il faut s'y préparer sérieusement. Et on n'aura pas peur si on pense qu'on est prêt. On pourra pas tout faire, on n'est jamais prêt au niveau où on peut l'être, mais il faut pas être complètement démuni. Et donc c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Les Russes ont commencé, l'Ouche Olympe, vous l'avez rappelé, 2018. Il était déjà en l'air depuis 2014. En 2025, il est toujours là. Donc on a un petit peu de retard. Nous, on n'a toujours rien de ce calibre-là. Bon, il y en a d'autres qui ont des choses, mais voilà, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec l'exemple des communications, quand on part en retard, on est en retard. Voilà. Et après, on rattrapera jamais complètement, mais au moins, il faut essayer de compenser et de se préparer à s'opposer au pire. Et après, ça se passe dans l'espace, ça se passe aussi ailleurs. Il y a la diplomatie est là pour ça, les intérêts économiques. Encore une fois, je pense qu'aucun pays n'a d'intérêt à polluer ou à provoquer une catastrophe dans l'espace au point où lui-même ne pourrait plus s'en servir. Il n'y aura pas une arme nucléaire qui va être dans l'espace? Une arme nucléaire, c'est interdit, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. C'était interdit parce que quelqu'un l'a fait. Et donc en 62, les Américains ont fait une explosion nucléaire en très haute altitude. Donc le but à l'époque, c'était de maximiser les effets à la surface de la Terre. Et plus vous êtes haut, finalement, plus l'explosion nucléaire arrose de surface terrestre. Et là, c'était tellement haut qu'en fait, ils ont pollué, ils ont tué leur propre satellite. Alors, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, c'est passé relativement inaperçu. 1962 ? En 62, oui. L'essai s'appelle Starfish Prime. Et là, aujourd'hui, s'il y a une arme nucléaire aujourd'hui qui explose dans l'espace, probablement les effets seraient les mêmes, sauf que des satellites, il y en a beaucoup plus, et aujourd'hui, tout le monde s'en sert. Avant, les satellites, ils avaient des missions très restreintes, ils restaient pas longtemps en l'air, voilà, c'est vraiment très, très exploratoire. Mais ils ont tué pratiquement tous les satellites. Ils ont créé des pannes électriques à Hawaï. Voilà, il y a vraiment des vrais. Oui. Il y a des vrais trucs. Donc là, ils se sont dit bon, là, c'est peut-être. Alors c'est une grosse bombe. Il y avait 1 mégatonne, je crois. C'est quand même un truc balèze. Mais effectivement, une arme nucléaire, ça serait le bon exemple. Quelqu'un fait détonner une arme nucléaire puissante dans l'espace. Potentiellement, vous tuez tous les satellites qui sont en orbite à ce moment-là. Tous. Il n'en reste pas. Et donc vous avez 13 000, donc du coup 40 000 débris qui orbitent, d'autres pollutions supplémentaires par des particules ionisées, etc. Et vous pouvez plus rien envoyer dans l'espace pendant des dizaines d'années. Ça peut arriver ? Ça peut arriver. Mais la Russie pourrait avoir un intérêt. Et on espère que non. Enfin, encore une fois, c'est pas parce que c'est interdit que ça n'arrivera pas. Mais peut-être un message pour les gens qui vont regarder cette vidéo, qui à mon avis auront appris beaucoup de choses, parce que personne ne connaît ce sujet véritablement, à part vous. En France, il y a 99% des gens n'y connaissent rien. Les gens qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, déjà je les remercie, n'hésitez pas à la commenter. Merci de votre fidélité. Mais ils risquent d'avoir peur. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur ? Avec la guerre, il faut pas avoir peur, il faut être déterminé. Voilà. Et si vous êtes craintif, vous n'êtes pas un bon guerrier et vous aurez forcément une capacité de résistance qui sera affaiblie. Donc il faut être plutôt confiant en soi-même, confiant dans le fait qu'on est capable de s'opposer, qu'on n'est pas complètement démuni et qu'on est prêt à faire les choses, quitte à faire des choses désagréables qu'on n'a pas envie de faire, mais on le fera quand même si jamais la situation l'exige. Donc c'est l'adage habituel. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et si tu prépares bien la guerre, normalement, tu gardes la paix. Voilà. Et c'est ce que dit notre chef d'état-major, le général Burkhardt. Il dit, il faut arriver à gagner la guerre avant la guerre. C'est de la dissuasion, c'est de l'intimidation, c'est ce que vous voulez, mais les principes sont toujours les mêmes.